Merci beaucoup Michel. Vraiment, j'étais ravi de rencontrer Michel, qui m'a effectivement contacté out of the blue, comme on dit en américain. Et bon, alors le point commun, c'est les systèmes complexes, il les a pas cités, mais bien sûr c'est ça. Enfin, j'étais ravi de voir qu'il les pratiquait. Il avait réfléchi énormément au cours de sa carrière. Il a des idées tout à fait originales et intéressantes. Et je l'ai immédiatement mis en contact avec l'Institut des systèmes complexes Paris-Île-de-France, dont je fais partie, dont j'ai été le directeur à l'époque. Et d'autres collègues encore. Enfin, alors je suis très plaisir d'être ici, aussi un honneur d'être ici parmi vous. Bon, je connais ces lieux, j'ai été membre du CREA, le CREA laboratoire de l'école polytechnique du département H2S, le CREA qui a fermé malheureusement il y a 2 ans environ, mais qui a duré 30 ans, fondé par Jean-Pierre Dupuis, Jean Humeau, et qui a connu Daniel Andler, Jean Petito, Paul Bourgine, peut-être des noms qui vous sont plus ou moins familiers, voilà. Système complexe, auto-organisation, sciences cognitives, cognition individuelle, cognition sociale, et me concernant, réseau de neurones, ma thèse dans ce domaine, une époque il y a 20-25 ans, et puis après, passage par l'industrie du logiciel, entre autres la Silicon Valley bien sûr, mais après retour dans le milieu universitaire, la recherche, et un décalage vers la morphogénèse qui m'a toujours fasciné. Apparemment, c'est comme ça que Michel m'a trouvé sur Internet. Alors bon, j'espère ne pas être fou, mais effectivement, la morphogenèse me paraît être un exemple tout à fait extraordinaire et frappant qui pourrait nous inspirer à bien des égards. Donc, je voudrais vous parler de ce qui la caractérise, de ce qui pourrait donc nous faire imaginer d'autres modes d'organisation, de méta-organisation, d'auto-organisation, en regardant ces systèmes naturels qui nous entourent et qui se placent tout seuls, qui font les choses tout seuls, sans qu'il y ait d'architecte. Donc des architectures sans architecte, des architectures, donc j'utilise le terme architecture au sens évidemment de système, de structure, de quelque chose qui n'est pas aléatoire, mais personne ne les a fabriquées, personne ne les a planifiées. Bon, on ne va pas remonter à des considérations déistes ou théistes évidemment, mais enfin, c'est parfaitement explicable avec des lois naturalistes. Donc pourquoi nous, les humains, on n'essaierait pas de faire un peu pareil dans nos artefacts? Bien, alors je commence d'emblée par un petit clip vidéo assez intéressant. C'est une espèce d'oiseau là qui, comme les étourneaux par exemple, aime bien faire des nuées. Alors on voit ça dans le ciel à certaines époques. Dans certaines régions, c'est tout à fait fascinant, c'est un objet d'étude des physiciens statisticiens, la mécanique statistique, ça ressemble un peu à du fluide, mais pas tout à fait. Dans ce petit clip vidéo assez curieux, en fait, cette espèce d'oiseau est tout à fait particulière. Voilà qu'elle se met à former un objet. Alors, excusez-moi, la qualité n'est pas très bonne, j'ai repiqué ça évidemment de YouTube. Il va de soi que c'est un truc de computer graphics pour vous vendre une Peugeot, mais je ne suis pas là pour ça. J'ai trouvé cette publicité assez amusante et assez stimulante parce que vraiment, elle illustre, c'est une allégorie parfaite, à mon avis, du sujet dont je vais vous parler ce soir et qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, celle de l'alliance entre une auto-organisation et une structure. Je vais beaucoup répéter ça, ce sera mon leitmotiv. Donc, d'une part, on a évidemment des vraies nuées d'oiseaux qui ne font jamais ça, qui font des densités variables. Bonjour. Et on se demande si, évidemment, il ne sera pas question de transformer les oiseaux pour qu'ils fassent, tout d'un coup, qu'ils fassent des nuées structurées, des nuées architecturées, mais pourtant, encore une fois, allégoriquement, c'est ce que font les cellules quand elles s'auto-organisent pour créer un organisme. La multicellularité et la façon extraordinaire que ces agents individuels ont de se placer au bon endroit, de se diviser, de migrer, de former ces structures, ces organes, ces appendices, c'est allégoriquement ce qui se passe ici concernant les oiseaux. D'ailleurs, des collègues à moi se sont amusés à faire des simulations de ce type, bien sûr virtuelles, en mélangeant des oiseaux de différentes espèces, et ils obtiennent aussi des formes curieuses. Alors voilà, peut-on marier, d'une part, avoir les bénéfices d'une auto-organisation, les bénéfices étant nous, humains, concepteurs, créateurs, organisateurs du monde qui nous entoure, on n'aimerait quand même pas trop devoir être là tout le temps. On aimerait bien que les choses s'organisent d'elles-mêmes, mais de façon bénéfique, de façon qui nous intéresse quand même. Donc voilà, c'est ça, the best of both worlds. Et donc il y a un double défi. D'une part, le défi de, quand on regarde des systèmes complètement libres comme ceux-là, comment peut-on les repenser afin d'intégrer une architecture, et réciproquement, quand on regarde un objet aussi
fabriqué de façon top-down, de façon si autoritaire, comment peut-on le casser en morceaux et le laisser évoluer plus librement? Bien. Alors, pour quitter un peu l'allégorie, qui vous semble peut-être un peu encore abstraite, pas trop claire peut-être, c'est tout à fait normal, je vous montre, alors c'est un début, hein, donc quelques exemples de projets, par exemple, c'est typiquement une considération de la robotique dite collective, donc deux projets dont je n'ai pas fait partie personnellement, mais qui sont assez connus, que j'ai repris comme ça pour illustrer, grands projets européens, donc il s'agit de petits robots, des cubes ou des petits cylindres qui roulent, et qui, voilà, donc c'est un nouveau mode de robotique qui n'est plus donc celui de la robotique avec une grande machine qui réfléchit longtemps, qui analyse les scènes, qui avance, qui décide, etc., la logique de l'intelligence artificielle, mais il s'agit donc de décomposer le système en de nombreux éléments qui vont s'auto-assembler, prendre des décisions collectives, et éventuellement, ces décisions collectives pouvant former des super-organismes faits de ces petits robots. Bon, là, il s'agit d'un mock-up. En réalité, ce projet n'y est jamais vraiment parvenu. C'est très difficile, évidemment, en hardware, enfin en robotique, de le faire. Là, ce sont des simulations, mais ça a été vraiment fait dans le laboratoire de Marco Dorigo à Bruxelles. Autre vision encore un peu plus folle, celle-là, on revient un peu dans la folie. Alors, serait-il possible d'envisager, ça n'est pas complètement nouveau, d'autres y ont rêvé, ou est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar, je ne sais pas, mais enfin peut-être prenez-le encore une fois comme une allégorie à ce moment-là, si ce n'est pas littéralement des bâtiments qui vont pousser, mais pourquoi pas? C'est-à-dire là, il serait possible éventuellement d'imaginer un futur où les constructions se feront toutes seules. En gros, c'est ça que cette image d'artiste veut illustrer. Bon, on s'est amusé avec des collègues en Angleterre à écrire un projet dans ce sens. Derrière, il y a la biologie synthétique. On peut penser qu'on pourrait effectivement essayer de programmer la matière biologique, parce que finalement, exploiter les capacités que les cellules naturelles ont de proliférer, de s'assembler, ce qui est très difficile de faire avec des artefacts non biologiques, est-ce qu'on peut donc détourner cette matière biologique et lui faire du 3D printing, hein, c'est du 3D printing développemental. Donc ce n'est pas du 3D printing exact XYZ, hein, où on dépose des gouttes, c'est des petits agents qui vont proliférer, s'assembler de façon non triviale et prévue par le designer de leur génome, n'est-ce pas, et laisser derrière eux une sorte de fossile comme les coraux par exemple. Voilà. Une vision de biologie synthétique qui a l'air assez loin. Alors, je passe donc cette introduction un peu conceptuelle comme ça. Je vais maintenant articuler mon discours en 5 parties, peut-être 4, on verra selon la longueur. Je vous promets de ne pas dépasser 1 heure quand même, ou 50 minutes. Alors, je commencerai par les systèmes complexes pour installer un peu les choses, parce que vraiment la scène, la base, ce sont les systèmes complexes. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que nous entendons, nous, la communauté des chercheurs en systèmes complexes? Et nous sommes très nombreux et avons des opinions très, très variées aussi. Ensuite, je regarderai cet antagonisme-là, ou cette apparente contradiction. Donc, encore une fois, les deux pôles qui m'intéressent. D'une part, la constatation que nous, architectes humains, dans les domaines industriels, sociétaux, etc., nous sommes finalement dépassés par ce que nous avons créé. Il y a une émergence supra-humaine, une émergence à des échelles, bien sûr, très grandes, et à ces échelles-là, personne n'est en charge, personne n'a planifié, il peut y avoir des catastrophes. Donc, des systèmes apparemment sous contrôle humain, mais qui sont devenus complexes, et réciproquement, des systèmes parfaitement naturels, aucun humain n'est intervenu, mais qui n'ont pas d'architecte. Donc je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je regarderai ça un peu plus en détail, et après, j'espère que ça ne durera pas plus que 20-25 minutes, et après je vous montrerai des exemples de ma recherche, qu'est-ce que je fais moi dans tout ça, parce que tous ces discours sont intéressants peut-être, ou voilà, je vous montrerai plus concrètement comment je collabore avec des biologistes, je collabore avec des roboticiens et des informaticiens pour essayer de trouver des projets originaux qui vont adresser ces questions. Bien, alors, système complexe, petite introduction vraiment très rapide, c'est un abrégé par exemple, je donne un cours, alors il y a un master de sciences des systèmes complexes qui a été créé par Paul Bourgine et moi-même, Erasmus Mundus, dont l'École Polytechnique est partenaire, avec Warwick et avec Chalmers en Suède, Gothenburg. Et donc, voilà, ça c'est des extraits, petits extraits du cours que j'y donne. Alors, les systèmes complexes, c'est une vaste famille de phénomènes, de méthodologies, de questions.
Je vous en montre quelques-unes comme ça, que vous ayez une idée, ou peut-être vous en avez déjà une. Alors en tout cas, une grande famille, c'est celle de la formation de motifs, pattern formation. Par exemple, dans la matière biologique, évidemment, la biologie est l'un des domaines les plus exemplaires, ne serait-ce que les très beaux motifs sur les épithéliums d'animaux, enfin les coquillages, les fourrures, etc. Et des petits modèles qui peuvent expliquer ça de façon très primitive, bien sûr. On pense à Turing, si vous avez entendu parler de la morphogénèse, les bases chimiques de la morphogénèse, le dernier coup de génie de Turing avant sa mort, comment un milieu initialement désordonné, donc là c'est l'état initial, c'est ça, hein, voilà, donc c'est aléatoire, diffus, et puis comment l'ordre apparaît spontanément. Donc typique, apparition spontanée d'ordre, brisure de symétrie spontanée, les fluctuations sont amplifiées, et des rayures apparaissent là où il n'y en avait pas. Bien. Autre grande famille, l'intelligence en essaim, swarm intelligence. Alors là, on s'intéressera plutôt aux colonies d'insectes sociaux, qui sont remarquables, sauf quand ils attaquent votre maison, mais enfin, les fourmis, les termites, les guêpes, les abeilles, comment ces espèces, et bien sûr des milliers d'espèces de fourmis, hein, il n'y en a pas qu'une, comment ces espèces ont évolué, l'évolution les a encouragées à être, les individus à être sociaux, à agir ensemble, mais pas forcément, bien sûr, de façon intentionnelle ou consciente, et les systèmes nerveux qu'ils ont ne leur permettent sans doute pas, mais des règles qu'ils suivent, déposer des phéromones, déposer des signaux chimiques, et puis les suivre, déposer, suivre, etc. Et donc, encore une fois, mouvement d'amplification, des chemins sont formés, sont renforcés, des galeries sont creusées, et là, une petite simulation à nouveau peut montrer ce qui se passe. Alors, ce sont évidemment des photos très grossières d'une simulation qui est plus fine, comment ces petites fourmis simulées ici vont attaquer des sources de nourriture, et elles calculent ensemble, c'est-à-dire c'est une intelligence collective. Aucune fourmi ne va dire allez, tout le monde me suit, on va là parce que cette source de nourriture est plus proche. Bien sûr que non, c'est à l'aveugle, c'est tout à fait local, mais il y a un phénomène spontané de renforcement d'un certain comportement collectif qui fait que la source de nourriture la plus proche sera consommée d'abord. Donc il y a finalement un calcul de minimum qui est effectué collectivement. C'est encore une fois un aperçu extrêmement bref du domaine. Un autre domaine, le mouvement collectif, pas tout à fait le même que l'intelligence en essaim, mais bon, ça ressemble. Alors c'est les flocking, schooling, herding, c'est-à-dire les bancs de poissons, les troupeaux de mammifères et les nuées d'oiseaux. Comment, évidemment, donc ces vortex de poissons dans la mer, ces nuées d'oiseaux que je vous montrais tout à l'heure, mais cette fois-ci les vrais qui ne font pas de voiture, bien sûr. Comment les agents se suivent les uns les autres, et comment, encore une fois, à partir d'un milieu initialement désordonné, on obtient des agrégats, on obtient des flots. Et puis, bon, alors ce ne sont pas des familles vraiment canoniques, hein, mais évidemment, là, on a réseau complexe et diffusion, enfin, en général, cette fois-ci, les systèmes humains ou causés par les humains, provoqués par les humains, mais qui les dépassent. Hein, donc, la morphogénèse des villes, qui peut être modélisée, par exemple, en automates cellulaires. Automates cellulaires, ce sont donc des grilles de pixels hein, qui interagissent entre eux, ou bien les fameux réseaux complexes qui ont pris tant d'importance ces 15 dernières années, les petits mondes, 6 degrés de séparation, les topologies invariantes d'échelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça, small world, scale free, tout ça, bon voilà. Donc ça, par exemple, réseau social typique, on aura des gens très connectés, c'est pas très clair, mais et d'autres moins connectés, peu de monde à beaucoup d'amis, beaucoup de monde à peu d'amis, vous voyez un petit peu, vous avez certainement entendu parler de ça, il y a eu beaucoup de bouquins vulgarisateurs en tout cas sur la question, ou bien peut-être que vous l'étudiez vous-même. Bon, bref, voilà. Donc la brochure touristique du pays des systèmes complexes, des exemples tout à fait partiels, mais enfin ça fait partie quand même des greatest hits, hein, des exemples les plus célèbres, donc bien sûr, alors là c'est de la formation de motifs dans la matière physique, hein, non biologique, bien sûr ça existe, les cellules de convection, les rayures sur le sable. Donc comment les molécules peuvent donner lieu à bien sûr de l'ordre dans la matière inerte, mais aussi bien sûr des cellules, comment les cellules donnent lieu à des organismes et leur système nerveux, comment les organismes donnent lieu ensuite à des comportements collectifs et des constructions sociétales, et comment nous, cet organisme-là ici, et sa technologie, a donné lieu à tout ça. Hein, j'en parlerai dans quelques minutes. Voilà, donc, résumé, vue hiérarchique cette fois-ci de tous les niveaux, bien sûr, d'organisation, atomes, cellules, organismes, etc. Et bien sûr, à chaque niveau bien sûr, une infinité de systèmes possibles. Et voilà un premier essai de définition de systèmes complexes, un grand nombre d'agents élémentaires qui interagissent
localement des comportements individuels qui créent un comportement collectif émergent complexe. Alors tous ces mots sont assez flous, ils n'ont jamais vraiment été définis, enfin il y a beaucoup de tentatives de définition. Émergence, qu'est-ce que c'est que l'émergence? Bien sûr, beaucoup de philosophes s'y intéressent, ça vient de la tradition du fossé esprit-cerveau, hein, de brain-mind gap, hein, l'émergence, qu'est-ce que c'est? Donc, et puis évidemment, ça s'est propagé dans beaucoup de systèmes. Ce fameux saut qualitatif, quand on passe du microscopique au macroscopique, les propriétés que le système a, que les éléments n'ont pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, la dynamique est décentralisée. Hein, personne n'est en charge de ce qui se passe, personne ne commande, personne n'impose, ni extérieurement ni intérieurement. Il n'y a pas de plan, et il n'y a pas d'architecte, bien, en général. Bon. Bien sûr, des systèmes mixtes. Alors, je vous ramène un tout petit peu, peut-être, à l'école et aux classes prépa qui l'ont précédé. Enfin bon, quelques sources scientifiques quand même. Nous sommes tous éduqués dans la science. Alors, les systèmes complexes ne tombent pas du ciel, ils n'ont pas été inventés il y a 30 ans par le Santa Fe Institute, qui a été quand même l'un des premiers instituts à établir le mouvement moderne de la science des systèmes complexes, mais ils sont les héritiers de beaucoup de traditions différentes. Je ne vais pas passer trop longtemps sur cette slide, évidemment, elle est trop riche, mais trop de contenu. Mais enfin, en gros, il y a la complexité computationnelle, la théorie de l'information, les machines de Turing, les automates cellulaires, tout ce qui concerne combien de temps ça prend pour calculer des choses, le degré de complexité, ce qui n'est pas tout à fait pareil que système complexe, là on mesure un degré de complexité. Ici on a tout ce qui est statistique, physique statistique, mécanique statistique, tout ce qui est donc les propriétés des systèmes à grande échelle, la thermodynamique qui appartient, mais aussi les agents, les systèmes à base d'agents en intelligence artificielle. Ici, on a une famille de dynamique, tout ce qui est système dynamique, chaos, système non linéaire, etc., les équations différentielles en tout genre. Là, on a une famille de... Alors, la science des systèmes, c'est intéressant, c'est une famille un petit peu plus, disons, particulière, historiquement marquée. On a des sortes de précurseurs des systèmes complexes, la théorie des systèmes, l'ingénierie des systèmes, la cybernétique, bien sûr, la théorie du contrôle. Bon. Mais les systèmes, dans ce cas-là, ne sont pas forcément complexes non plus. Il peut s'agir de systèmes d'ingénieurs, systèmes bien cadrés. Bon. Mais bon, ça a contribué évidemment à... Et puis, last but not least, tout ce qui est adaptation, tout ce qui est l'évolution lente du système au cours du temps, et l'évolution, l'apprentissage, etc. Bon, c'est un panorama vraiment... Là, c'est un peu l'épistémologie rapide des grands mouvements traditionnels de la science qui convergent ou s'intersectent, en tout cas, sur les systèmes complexes. Alors, est-ce qu'on aura une science unifiée des systèmes complexes un jour? Je ne sais pas. Alors là, très rapidement, ce sont des slides un petit peu de pub. Enfin, disons, bon, il existe un institut à Paris depuis maintenant une petite dizaine d'années, fondé par Paul Bourgine, X65, je crois, même promo que Jean Petitot, ça doit être ça, oui. Et puis, bon, voilà, donc j'ai fait partie du mouvement depuis plusieurs années. Il y a de nombreux partenaires, dont l'école, la mienne et d'autres organismes de recherche qui contribuent tous à faire vivre cet institut, qui d'ailleurs est essentiellement une émanation de la région Île-de-France, hein, je tiens à le signaler, qui est un programme de subvention de la recherche. Il y a aussi un réseau national, il y a un institut à Lyon, et puis il y a l'Erasmus Mundus qu'on a créé à Lix. Là, c'est pour vous donner une idée de la diversité incroyable des thèmes de recherche dans le système complexe. En 2010, il y a quelques années, bon, j'étais là, bon, il y avait pas mal de post-docs, il y a des résidents, des post-docs, des doctorants, des ingénieurs et des seniors, des chercheurs en poste ailleurs qui passent dans cet institut. Et voilà, vous avez en un coup d'œil beaucoup de thèmes extrêmement variés, mais qui tous partagent cette vision de grands ensembles de petits éléments, et même une vue un peu autoréférentielle de la communauté. Ça, c'est David Chavalarias, le nouveau directeur d'ailleurs, je tiens à le signaler. David, qui a été chercheur au CREA, qui est maintenant directeur de l'Institut, qui fait des sciences sociales, mais bien sûr modélisation des phénomènes web en particulier, ou de la phylogénie des sciences, qui fait des très très beaux travaux. Et là, il nous a fait une cartographie, enfin c'est un extrait des chercheurs et de leurs thèmes, et comment la communauté est elle-même complexe, c'est peut-être visualisé. Bien. Voilà, alors, donc, message de ce premier chapitre. Donc, trois grandes différences avec l'architecture traditionnelle. Décentralisation, le système est fait d'une myriade d'agents simples qui sont basés sur une information locale, il n'y a pas de connaissance au niveau du groupe. Chaque agent porte une partie de l'état du système global.
des règles locales, il n'y a pas non plus de but avéré au niveau du groupe, chaque agent suit un agenda individuel, et des interactions locales, il n'y a pas non plus d'interaction top-down. Bien, et puis émergence, alors ce terme un peu plus difficile, décentralisation c'est assez clair, émergence ça l'est moins, mais enfin quand même, voilà, donc on a ici, voyons voir, oui, des dépendances asynchrones, donc bon, ça c'était, je crois que j'avais rajouté cette ligne pour un auditoire un peu plus informatique, bon, mais en tout cas, ça c'est très important, il y a la création par feedback positif, hein, cette amplification, cette apparition d'ordre spontané par feedback positif, mais évidemment, il y a aussi un feedback négatif pour le stabiliser, et puis une créativité combinatoire extraordinaire, hein, donc le système peut montrer d'autres résultats. Alors voilà, donc là on se gratte déjà un petit peu la tête ici, quand on est face à un système décentralisé, parce qu'on est habitué à vouloir chercher des causes primaires, des responsables, c'est A qui a fait B, etc. En réalité, devant la décentralisation, on est assez désarmé. Pourtant, notre appareil cognitif, qui est lui-même l'émergence de 100 milliards de neurones, a ce biais assez étonnant de vouloir trouver du linéaire et du causal primaire. Bien, en émergence, là, vraiment, on ne sait pas trop quoi dire. Et puis, alors, l'auto-organisation, le fait que le système, bon, on peut au moins retenir le fait que le système se débrouille tout seul, autonomie, robustesse, adaptation. Bon, je ne vais pas détailler, vous aurez les slides. Là, c'est évidemment, c'est ça qu'on cherche peut-être à comprendre et à provoquer ou en tout cas à contrôler. Donc un peu cette contradiction. Réussira-t-on à contrôler l'auto-organisation de façon bénéfique? Alors, donc, les processus qui ont ces trois propriétés, c'est la règle dans toute la nature. Dans toute la nature, c'est la règle, et dans les superstructures humaines, c'est aussi la règle. Mais elles sont contre-intuitives. Nous préférons, comme je viens de le dire, trouver des causes centrales, avoir bien sûr du prédictif, c'est très important pour nous, bien sûr. Donc des systèmes, on aime bien les systèmes planifiés de façon rigide, et c'est normal, encore une fois, dans nos créations technologiques, aéronautiques, industrielles, centrales nucléaires et autres, génie civil ou électromécanique ou que sais-je encore, c'est normal que l'on veuille être absolument sûr de ce qui se passe, hein, bien sûr. Bon, mais bon, est-ce qu'on pourrait penser quand même à réintroduire ou introduire le loup dans la bergerie de ces produits de l'ingénierie et espérer que ces artefacts se débrouillent aussi un peu tout seuls, mais pas trop quand même, voilà. Est-ce qu'on peut à la fois faire attention, mais laisser aller, hein, laisser faire, donc peut-être introduire un peu de libéralisme dans l'ingénierie. Bien, alors, je vais continuer un peu mon discours en détaillant cette histoire sur les systèmes qui ont dépassé les humains, qui les ont créés, et puis en regardant un petit peu les systèmes naturels qui n'ont pas d'architecte. Alors, donc voilà, maintenant je m'intéresse à cette partie de la brochure là, qui était évidemment très générale, qui brossait tout ce qui est les fameux problèmes de société, les fameux problèmes qui nous préoccupent tant, qui préoccupent nos décideurs, pouvoirs publics ou autres, que ce soit évidemment l'économie, les marchés, ou les villes, tout ce qui est aussi, voilà, les systèmes technosociaux en général. Hein, bon. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces systèmes-là sont issus quand même d'éléments qui, eux, sont parfaitement contrôlés. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, les villes, évidemment, sont faites de bâtiments, de rues, de quartiers, et les bâtiments sont absolument architecturés de façon tout à fait rigide. Il n'y en a aucun qui pousse encore tout seul, hein, ça n'existe pas. Bon, il y a même des planificateurs à un niveau local, des urbanistes qui vont décider d'un tracé de rue, etc. Et pourtant, quand on continue à monter en échelle, après ça devient organique. Après, ça devient organique, il n'y a plus personne qui est en charge d'une ville entière, sauf quelques utopies qui n'ont pas forcément bien tourné. Mais voilà, pareil pour le web et l'Internet, les ordinateurs sont parfaitement fabriqués de façon très, très planifiée, très contrôlée, et même le réseau est bien organisé par des protocoles, mais après, quand on multiplie les ordinateurs par 10, 100, 1 million, 1 milliard et plus, on obtient encore une structure en évolution constante et sur laquelle émergent beaucoup de choses. Hein. Voilà, etc., etc. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, quand on va de l'échelle humaine à l'échelle suprahumaine, on passe à un système complexe. Bien. Et là, que pourrait-on faire pour essayer de rattraper un peu le contrôle qu'on a perdu, hein, voilà.
donc là, oui, je crois que cette slide aussi, c'était pour un auditoire de Enterprise Architecture. Oui, j'avais mis cette illustration spécifiquement, j'avais été invité par Gartner, qui est un groupe de consulting, je ne savais pas du tout pourquoi ils m'avaient invité, mais ils voulaient que je parle à leur auditoire, qui était essentiellement donc de l'industrie de la technologie, que je leur parle un peu d'auto-organisation aussi, mais en comparaison avec ce qui leur tient beaucoup à cœur, dans le cas de ce summit, c'était ce qui s'appelle Enterprise Architecture. C'est tout à fait intéressant. Donc c'est basé sur des flowcharts comme ça, enfin essayer d'organiser une entreprise de façon rationnelle, avec une couche technologie, une couche application, une couche business, etc. etc. Bon, mais donc ça évidemment c'est l'approche encore une fois rationnelle top-down. Et ça aussi, donc là en Enterprise Architecture, mais aussi dans tous ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a des systèmes très compliqués. Alors, nous, venant de la recherche des systèmes sur les systèmes complexes, on dira plutôt compliqués. On n'aime pas trop les appeler complexes parce qu'ils ne sont pas auto-organisés, ou on essaye. Le but dans ces systèmes-là, c'est qu'ils soient le moins auto-organisés possible, justement. Aussi, certains systèmes humains sont compliqués, mais pas, enfin, le moins possible auto-organisés. Et donc, partant de ces systèmes-là qui existent, on a une complexification de facto, c'est-à-dire, par exemple, en informatique, dans le hardware, le software et les réseaux, on a une explosion du nombre, simplement, du nombre de composants, de la taille de ces systèmes devient absolument énorme. Et donc, ne serait-ce qu'en informatique, on est confronté à un problème de contrôle de plus en plus criant, c'est-à-dire, ou ne serait-ce que les applications utilisées dans les entreprises, les legacy et autres, la prolifération de bases de données, de serveurs, voilà. Donc on est devant une prolifération qui est de plus en plus là, dans tous les niveaux. Et comment peut-on faire pour essayer de reprendre le contrôle de tout ça, enfin pas complètement, mais d'essayer de le canaliser. Bien, donc c'est pareil pour Enterprise Tech. Voilà. Alors, on ne va pas réussir à garder le couvercle sur la complexité de ces choses-là. On ne peut plus, dans ces systèmes-là qui ont explosé en complexité en taille, on ne peut plus espérer faire ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire faire un plan bien précis, placer les choses à la main, etc., placer chaque partie, prévoir chaque événement et contrôler chaque processus. Mais est-ce qu'on veut continuer à faire comme ça? Voilà. Donc on est là, ces slides-là, leur message, c'est vraiment, et je crois qu'il va être... bon, là, je vais passer un petit peu parce que ça commence à être un tout petit peu répétitif, là, je m'en rends compte. Voilà, le message de cette deuxième partie, c'est on est dépassé, hein, c'est-à-dire les choses qu'on a fabriquées se sont retournées et ce qu'on savait faire top-down devient maintenant du bottom-up. Donc, les systèmes technosociaux à très grande échelle montre maintenant un comportement collectif spontané qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne contrôle plus. Alors, cela dit, il faut prendre ça comme évidemment une opportunité, embrace, hein, voilà, donc ça ouvre la porte sur des nouvelles façons de réfléchir à ces systèmes qui incluront cette fois-ci, qui penseront à la décentralisation, l'émergence et l'adaptation dynamique. Et donc on va pouvoir reprendre le dessus, mais de façon pas complète non plus, bien sûr, mais enfin, il faut plus laisser dépasser, il faut essayer de réfléchir à la façon d'accompagner cette inéluctable prolifération, émergence, auto-organisation. Voilà. Et je parlerai d'une façon d'approcher cette problématique ou ce souhait à travers les chapitres suivants, et en particulier, par exemple, les travaux auxquels je contribue, qui vous paraîtront assez éloignés, parce que là je vous parle de systèmes technosociaux, industriels, etc., alors que moi je fais de l'embryogenèse par exemple. Bon, mais qu'est-ce qu'il raconte? Où va-t-il avec ça? Je vous montrerai des poissons qui se développent sous le microscope, ou des robots qui s'auto-assemblent. On est bien loin de l'entreprise, on est bien loin des systèmes technosociaux, et pourtant il y a un lien, je crois, qui est là et qui mérite d'être parcouru. Bon, alors si vous suivez avec moi un peu où je veux en venir. Alors, j'inverse maintenant la perspective. Au lieu de regarder des systèmes humains qui nous ont dépassés et donc maintenant il faut accompagner l'inéluctable auto-organisation au lieu de vouloir la combattre, hein, c'est ça. Ici, regardons un petit peu ce qui se passe du côté naturel où des systèmes nous montrent déjà des exemples où il y a
une architecture très précise et personne ne l'a faite. Donc là, j'insiste un tout petit peu sur ce côté-là, les architectures sans architecte. C'est tellement fascinant que beaucoup s'y laissent prendre. Bon, j'ai vécu aux États-Unis 10 ans en tout. Je ne vous raconte pas le débat, évidemment, enfin la soi-disant controverse intelligent design, évolution. Enfin, bon, maintenant, ça s'est un peu calmé, heureusement, mais il y a vraiment c'est très très difficile pour une majorité de la population d'admettre qu'au fond, bon, ben voilà, les organismes multicellulaires, ils ont évolué tout seuls. Bon, encore une fois, si on ne remonte pas à des sources... bon, mais c'est tout à fait explicable par des lois naturalistes, l'évolution, la multicellularité. Il y a cette tendance très forte à vouloir voir dans un animal la fameuse montre de Paley, enfin celle dont Richard Dawkins parle tant, et de vouloir penser que ça a été designé, mais ça ne l'a pas été. Bon, alors voilà, donc du côté de la biologie, il y a des exemples absolument frappants. Donc projetez-vous quand vous voyez une termitière, quand vous voyez un lézard ou un système nerveux, vous pouvez essayer de penser, encore une fois, comme métaphore des systèmes humains, des entreprises, des systèmes techniques, industriels, etc., et voir à quel point ils sont extrêmement différents. Ils ont été organisés, ils ont été fabriqués, enfin les nôtres ont été fabriqués, ceux-là n'ont pas été fabriqués, ils ont été fabriqués plutôt par des millions de petits agents. Voilà, c'est là que je veux en venir. Alors, donc là, je m'intéresse beaucoup à ceux qui montrent donc une structure tout à fait forte. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes complexes. Hein. J'ai grisé ceux qui sont intéressants, mais qui sont, disons, aléatoires, textures. Par exemple, les nuées d'oiseaux sont en général uniformes, les rayures, les taches, etc. Tout ce qui est un petit peu Turing, c'est formidable, mais ça ne contient pas de structure d'architecture très forte. Et Turing lui-même, d'ailleurs, en était conscient. Il a dit qu'il avait sans doute découvert un principe important de la formation des rayures d'un zèbre, mais il n'avait pas le cheval qui allait autour. Hein. C'est-à-dire que la formation de motifs est un phénomène très intéressant en soi, bien sûr, la formation de textures spontanées, apparition d'ordre, mais ça n'explique pas l'architecture très très forte et très, très précise qui est là. À chaque fois qu'un embryon de zèbre se développe, on obtient un animal qui a la tête comme ça, les pattes comme ceci, la queue comme cela, sauf s'il y a une pathologie. C'est le même plan qui ressort à chaque fois. Bien, alors, c'est tellement fascinant qu'il faut s'y arrêter. Donc là, par exemple, je vous montrerai d'autres films mieux que celui-là, mais bon, donc voilà, deux autres exemples de systèmes complexes que je n'ai pas montrés tout à l'heure, mais j'en ai déjà parlé. Voilà, donc vous avez bien sûr, à mon avis, les deux plus grands, c'est la multicellularité d'une part, comment des millions, des milliards, des trillions de cellules forment ensemble un organisme, ou comment des millions ou des centaines de milliers de termites, en l'occurrence les termites sont les plus intéressants de ce point de vue-là, créent des architectures extraordinaires. Enfin, c'est quand on fait des coupes, on voit des chambres, des cheminées, des jardins, des couloirs, enfin c'est absolument incroyable et il n'y a aucun architecte. Bien sûr, la reine des termites est au pont et c'est tout ce qu'elle fait. Bien, ne dirige personne. Donc voilà, donc les systèmes complexes peuvent aussi, ces exemples nous montrent que les systèmes complexes sont également capables d'avoir une architecture forte. Hein. Ce n'est pas seulement un désordre total, effroyable, etc., un mélange incroyable. Non, 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 pas du tout. Il y a des systèmes complexes tout à fait organisés, hiérarchisés, structurés, hétérogènes, modulaires et reproductibles. Hein. Contrairement peut-être à des idées reçues que les systèmes complexes seraient homogènes, plats au niveau hiérarchique ou aléatoire. Non, non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc là, j'ai ajouté une petite boutade. Encore une fois, c'était pour l'auditoire de Enterprise Architecture ici. Comme si les termites ne font pas ça. Les termites ne font pas des diagrammes d'Enterprise Architecture. Les termites n'ont pas ici, voilà, donc on aura un jardin de champignons. Ici, on aura la chambre royale. Là, il y aura une couche business, transport, défense, etc. Bon, voilà, donc c'est juste pour provoquer un petit peu. Les termites ne font pas d'Enterprise Architecture. Les termites auto-assemblent le nid tout seul. Voilà. Et donc, est-il possible de passer de l'un à l'autre? Bien. Alors, donc le message ici est allié au message d'avant. C'est il existe des architectures sans architecte. Comment peut-on extraire leurs principes vers notre but de reprendre un peu le dessus ou le contrôle ou la compréhension de ces systèmes humains et sociotechniques qui nous ont dépassés. Voilà.
Là, je crois que j'ai enfoncé le clou. Voilà, donc j'ai mis 3 chapitres à me répéter beaucoup. Ça y est. Alors maintenant, on passe à quelque chose d'un peu plus, disons, pratique. Voilà, je vais vous montrer quelques illustrations. Qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Pourquoi j'ai élaboré toute cette réflexion? Alors, bon, alors encore quand même une ou deux slides conceptuelles parce que je vous parle de l'ingénierie morphogénétique qui a été le champ que j'ai lancé il y a quelques années, le champ de recherche, un champ qui a rallié un certain nombre de collègues, voilà, pour s'intéresser, mais ça y est, cette fois-ci c'est clair, pour s'intéresser à la réunion entre ces deux domaines complètement opposés. Mais alors ici, je précise, cette figure apporte quand même un élément de plus dont je n'ai pas parlé par rapport à tout ce que j'ai déjà raconté, c'est la façon d'arriver à des systèmes d'ingénierie morphogénétique, c'est-à-dire une ingénierie de l'auto-organisation. Hein. On peut soit partir des systèmes complètement auto-organisés et instiller plus d'informations dans les agents pour leur donner des capacités plus sophistiquées de s'auto-organiser. Parce que ici, les capacités de s'auto-organiser ne sont pas si sophistiquées que ça, quand il s'agit évidemment de solutions chimiques, bien sûr, mais dans tous ces, encore une fois, ces systèmes complexes, disons, aléatoires et homogènes, il y a une certaine uniformité, alors que si on met plus d'informations, les agents auront un répertoire de décisions plus riche et donc pourront faire des choses plus sophistiquées. Et c'est évidemment le cas des cellules qui sont évidemment, comme vous le savez, chargées d'un énorme génome. Hein. Il y a beaucoup d'informations dans l'ADN, pas que dans l'ADN, mais dans l'ADN, c'est comme un livre de règles que chaque cellule va feuilleter à chaque fois qu'une décision va être prise. Ah, qu'est-ce que je fais? Je reçois tel signal chimique. Vite, je passe à la page temps. Ah, je dois faire ceci et cela. Donc, une énorme information qui est dans chaque agent. Bien. Ou alors, réciproquement, on part d'agents qui sont déjà extrêmement bien informés, mais qui ne s'auto-organisent pas du tout, hein, ces choses-là, et on va les libérer, hein, les émanciper. On va les laisser, un peu la fonte, la débâcle des glaces, ici, on va laisser les composants électroniques, informatiques, logiciels, se libérer et on va briser en petits morceaux et les laisser s'auto-organiser. Donc voilà, on rajoute de l'auto-organisation ici, on rajoute de l'information là. Bien. Mais j'arrête de gloser là-dessus, ça y est. Alors, bon, il y a d'autres disciplines qui s'y intéressent. Je passe ce discours-là parce que je vais en arriver aux études un peu plus pratiques. Bon, il y a des workshops, il y a des conférences, il y a tout. Bon, très bien, il y a le bouquin, ça c'est une pub pour le bouquin, mais bon, bref, il y a 20 chapitres dedans avec toutes sortes de contributeurs. Tout ça, c'est de la simulation, sauf un truc mécanique ici, quelqu'un qui s'est amusé à faire des... on secoue un puzzle et il s'auto-assemble tout seul par lien magnétique, c'est assez rigolo. Le reste, c'est de la simulation. Je passe. Donc, des travaux de robotique collective, des travaux de dessin, des travaux de développementaux, des simulations développementales et de systèmes génératifs. C'est trop, je passe. Alors voilà. Donc, j'arrive ici à mes travaux. Donc, je vous donne quelques illustrations un peu plus concrètes, même si ça reste apparemment quand même assez spéculatif. Mais bon, alors voilà ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie. C'est mon parcours où je commence ici par faire de la biologie computationnelle. Alors la biologie computationnelle, c'est modéliser un système biologique réel. Hein, donc là, il n'y a pas de vision farfelue. Ici, on essaie de comprendre ce qui se passe dans un embryon de poisson par exemple, et de le modéliser en 3 dimensions, de façon à ce que ce soit réaliste, enfin suffisamment réaliste pour répondre à des questions de biologie. Voilà, comment ça marche. Donc là, c'est scientifique, modélisation scientifique. Après, venant de là, on peut passer justement dans le monde imaginaire. Là, c'est la biologie imaginaire, c'est ce qu'on appelle aussi la vie artificielle. Alors ça, c'est un mouvement très intéressant que j'aime bien pratiquer. Et je trouve qu'il est très, à mon avis, il est comment dire, potentiellement très bénéfique. Et il n'est pas assez pratiqué, une sorte de méfiance pour ce domaine qui pourtant existe maintenant depuis une trentaine d'années, Artificial Life, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on s'intéresse à des systèmes life as it could be. C'est ça le slogan d'Artificial Life, la vie comme elle pourrait être. C'est-à-dire pas forcément comme elle est exactement maintenant aujourd'hui sur Terre, la façon dont les espèces ont évolué, la biochimie particulière des 4 bases, des 20 acides aminés, mais pourquoi pas une autre biochimie, une autre évolution, d'autres principes d'auto-organisation. Voilà, laisser son imagination librement courir dans un espace plus grand que la biologie réelle. Alors ça paraît un peu fou, bon, mais pourquoi il veut faire ça, etc. Et je me permets de prendre une petite comparaison avec le plan complexe, hein, bien sûr, qu'on a bien connu en terminale, je crois déjà. Pour moi, c'était un choc, c'était une surprise.
c'était même peut-être déjà en première, je ne sais plus, comment ça se fait qu'il existe d'autres nombres que les nombres réels? Ce n'est pas possible, il n'y a que les nombres réels, il n'y en a pas d'autres. Comment ça se fait qu'on a pu plonger une droite dans un plan et puis dire, tiens, il y avait un autre axe qui s'appelle I, c'est quoi ces nombres-là, à quoi ça sert? Et évidemment, on a compris ensuite que ça servait à choses extraordinaires, à résoudre des équations différentielles, des intégrations, qui autrement auraient été impossibles si on s'était cantonné à la droite des réels, n'est-ce pas? Donc on plonge la droite des réels dans un plan 2D, on fait cette digression, ce parcours, même littéralement, on fait par exemple des contours pour intégrer autour de singularités, n'est-ce pas? On fait ce chemin, on se promène ailleurs que dans le réel, on se promène littéralement ailleurs que dans le réel, et puis à la fin on a une solution et on revient dans le réel. Eh bien j'ose dire que c'est un peu à ça que pourrait servir la vie artificielle, se promener ailleurs, dans une biologie qui n'existe pas, et revenir ensuite vers la biologie, la vraie, celle qui nous intéresse pour des raisons biomédicales bien sûr, avec des modèles nouveaux, une façon de penser nouvelle et une approche des données nouvelles également. Donc là, mon petit discours sur le big data. Méfions-nous du big data et de croire que ça pourrait tout nous expliquer. Bien. Et puis après, il y a un autre mouvement qu'on peut opérer, qui est justement celui dont je viens de parler, c'est-à-dire on revient finalement, par exemple dans ce cas-là, c'est un exemple de revenir vers la matière biologique, même si elle est encore simulée ici, la fameuse biologie synthétique, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui peut sembler un peu dangereuse, un peu risquée, où on va trafiquer, alors cette fois-ci de la matière biologique réelle, faire de la biotechnologie, changer le génome des bactéries par exemple, pour leur faire faire d'autres choses, pour leur faire faire des choses qu'elles ne font pas d'habitude. Bon, évidemment, donc attention, mais enfin bon, voilà, donc par exemple du 3D printing développemental. Alors j'en parlerai l'une après l'autre, et un petit résumé à chaque fois. J'ai encore 20 minutes à peu près, c'est ça? Oui. Dis-le-moi, je ne veux pas assommer tout le monde. Hein. Bon, alors, donc, je commence par cette étude-là. Alors, dans le labo de Nadine Ferreiras, je vous montrerai les remerciements à la fin. Un travail essentiellement de Julien Delisle qu'on a eu en thèse avec Nadine. Donc, c'est le CNRS à Gif-sur-Yvette, le campus de biologie, c'est la biologie à Gif-sur-Yvette. Hein. La station de métro, la station de RER un peu plus loin que Lozère. Entre les deux, il y a Orsay, il y a le CEA, il y a Saclay, il y a toutes sortes, bien sûr, d'institutions, et l'IHES à Bure. Bon, alors, donc ici, voilà en une vue quel a été, ou quel est encore d'ailleurs ce projet. On va soumettre un papier très bientôt. On prend des films sous le microscope, des films d'un embryon d'animal en développement. D'une part, on va extraire des données de ces films. Donc ici, on a des données non structurées, des niveaux de gris, enfin des niveaux de couleur, et on va faire du traitement d'image, segmentation, etc. Bon, des algorithmes mathématiques assez bien établis. Enfin, il y a pas mal quand même de raffinement à apporter pour extraire les positions, les vitesses, les volumes. Enfin voilà, on extrait le plus d'informations qu'on peut, les informations cinétiques sur ce phénomène. D'autre part, on réfléchit à la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, on ne fait qu'analyser le phénomène, on extrait les données du phénomène. Ici, on va se dire, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Quels sont les ressorts, les liens qui sont tirés par en dessous, enfin que les cellules se tirent entre elles? Et on va inventer un modèle de force, plus ou moins, évidemment, très schématique. Et de ce modèle, on va en tirer des simulations. Donc là, c'est modélisation et simulation, qui apparemment sont complètement coupées de ces deux-là, qui sont des données réelles. Là, c'est les données réelles. Là, c'est l'imagination du modélisateur et les simulations. Mais à la fin, comme c'est un travail de biologie computationnelle, de modélisation biologique qui veut répondre à des questions biologiques, il va bien falloir se soumettre à un reality check et vérifier que les simulations sont en accord avec les données. Donc, on va faire ensuite une comparaison. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, je vais passer rapidement par ces étapes-là, vous montrer chacune. Donc d'abord, pour vous donner une idée un peu... Ah, tiens, les films de microscope ne sont pas là. Ça m'étonne. Je suis sûr de les avoir mis. Un instant, pardon. Ah non. Bon, bah tant pis, il manque une slide, c'est pas grave. Je voulais vous montrer d'autres films d'embryons sous microscope, mais bon, je passe directement, alors c'était ça, mais je passe directement au traitement d'images. Donc c'est une vaste entreprise qui mobilise évidemment plein de monde. Bon, là c'est un extrait de l'équipe ou telle qu'elle était il y a quelques années. Voilà, donc on a du filtrage, la détection de centres, on ne les voit pas ici, mais enfin bon, ce sont les centres des cellules, de la segmentation, donc membrane,
les formes polyédriques, polyédrales, donc des membranes et des noyaux. Et le plus important au fond, c'est de suivre les trajectoires. Donc là, voilà, on a un petit exemple ici. On a les niveaux de gris des voxels qui sont là, superposés avec ce qu'on en a extrait, c'est-à-dire les petits cubes jaunes, rouges et verts sont ce que encore une fois, les méthodes de traitement d'image automatique ont su capturer. D'accord ? Voilà. Donc c'est ça qu'on veut faire. Et les trajectoires sont très importantes. On voudrait savoir qui va où exactement et quand. Hein. Donc les cellules sont numérotées de 1 à, je sais pas, à 5000, et puis chacune, évidemment, elles en produisent d'autres, elles se divisent, donc il y a des bifurcations, une trajectoire de mieux à 2 cellules, etc., etc. Donc tout ça, c'est extrêmement... Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, bien sûr, informatique et de calcul. C'est notre workflow, comme on l'appelle, bioémergence. Voilà, bon, donc ça, c'est le gros travail d'extraction des données. Alors maintenant, je parle de la modélisation. Là, je vais rester un tout petit peu plus longtemps dessus. Donc là, c'est la réflexion sur ce qui se passe. Donc encore une fois, analyser des données, ce n'est pas réfléchir. Hein. Là, la réflexion, c'est d'où viennent ces données, pourquoi ces données-là. Bon. Et donc là, il faut vraiment faire œuvre d'invention évidemment motivée, rationnelle. Et pour ce qui me concerne, donc l'embryogenèse, c'est vraiment l'objet pour moi le plus central dans ma recherche de tous les points de vue. Et donc j'ai développé une certaine perspective sur l'embryogenèse ou la morphogenèse multicellulaire, morphogenèse du vivant, que j'ai hérité de certaines lectures, mais j'aime bien cette métaphore sculpture-peinture, parce qu'elle correspond assez bien à ce que fait l'embryon. Enfin, certains collègues du développement biologique ne seront pas forcément tous d'accord, mais au fond, pensez aux sculptures de Nikita Saint-Phal, par exemple, c'est un rare cas de sculpture peinte, d'ailleurs, que je connaisse. L'embryon est un territoire, enfin, a des territoires multiples qui ne cessent de se modifier. Mais l'embryon a une géographie cachée. Alors, je reprends ces termes de Enrico Cohen, un botaniste anglais qui a écrit un très, très beau livre sur la question. Donc, il parle de le hidden geography. L'embryon, quand il se développe, il forme des structures, une corde, une colonne vertébrale apparaît, des yeux apparaissent, un cerveau apparaît, des membres apparaissent, etc. C'est un territoire, une géographie en perpétuelle transformation. Et une géographie, pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires différents qu'on peut colorer différemment, et littéralement, on peut les colorer d'ailleurs, comme ça, là, bon, ça c'est un petit sketch ici. Les embryons ne le révèlent pas spontanément, on est obligé d'injecter des ARN, des choses comme ça, des marqueurs chimiques ou des marqueurs radioactifs, et ensuite on a la surprise de voir apparaître un domaine bleu ou un domaine rouge, enfin voilà, que l'embryon avait bien caché, et ces domaines sont évidemment des domaines d'expression génétique, c'est-à-dire certains gènes sont exprimés, sont transcrits et traduits en protéines, plus que d'autres, dans certaines régions de l'embryon. Donc l'embryon est vraiment une mosaïque de couleurs cachée, c'est la peinture. Mais évidemment, c'est aussi et surtout quelque chose qui a une forme, une structure tridimensionnelle extrêmement riche et précise. Et donc là, c'est la sculpture. Et là, c'est dû évidemment à toute la biomécanique cellulaire. La biomécanique cellulaire, donc réellement, quand on regarde à l'intérieur d'une cellule, il y a une densité incroyable de molécules en tout genre, des organelles, des métabolites, des protéines, mais aussi un cytosquelette. Enfin, il y a une structure de microtubules, de réseaux d'actines, de myosine, d'adérine, enfin toutes ces molécules qui contribuent. Alors, cette image-là, peut-être, le symbolise assez bien. C'est ce qu'on appelle de la tenségrité. Là, ce sont des bâtons et des élastiques. Hein. Les architectes utilisent ça d'ailleurs dans certains modèles. Enfin, ça tient tout seul. On met des bâtons, des élastiques, et puis c'est une forme qui est un peu souple et en même temps qui résiste, qui a une intégrité tensionnelle, une tenségrité. C'est un peu ce qui se passe dans une cellule. Donc les tubes c'est la base de microtubules. Il y a une polymérisation, donc ils s'allongent tout seuls et puis ils se raccourcissent de l'autre côté. Et puis on a par ailleurs la membrane et on a des structures un peu plus molles. Donc on a cette combinaison de dur et de mou qui fait que c'est très très riche physiquement, mécaniquement. La cellule ou les cellules donc expriment des structures extrêmement complexes et vont avoir aussi des comportements de protrusion, d'intercalation entre d'autres, de migration. Elles sont très actives, elles sont très proactives.
elles ne sont pas complètement juste passives, se faisant bousculer. Alors voilà, donc toute la partie mécanique cellulaire peut être... Alors là, ce sont des modèles. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans la slide de modélisation, réfléchir à la façon dont ça fonctionne, proposer des schémas, proposer des modèles évidemment forcément simplistes parce qu'on ne va pas modéliser le niveau moléculaire fin avec des nombres d'Avogadro de molécules, évidemment pas. Donc on est obligé de faire des approximations newtoniennes, mécaniques, etc. Bon, là, c'est un modèle inspiré du modèle d'Ising, par exemple. C'est un petit peu donc des spins qui sont inversés. Ici, c'est des ressorts. Bon, voilà. Donc, toutes sortes de trucs, de propositions à des échelles de précision différentes pour modéliser la mécanique cellulaire. On a la mécanique cellulaire, on a la génétique à l'intérieur de chaque cellule, et ces deux choses sont couplées pour donner lieu à des formes complexes, parce qu'au fur et à mesure que les cellules se déplacent, se déforment, elles vont changer leur contact, donc elles vont changer les signaux chimiques qu'elles reçoivent d'autres cellules, qui vont les induire à exprimer d'autres gènes, parce que je vous rappelle que les signaux chimiques ensuite déclenchent une cascade à l'intérieur dans la cellule de protéines qui vont s'accrocher littéralement à l'ADN, ces protéines qui sont des sortes de clés qui vont s'accrocher à des serrures, les sites régulateurs sur l'ADN, et donc tourner, allumer l'expression d'un autre gène. Donc les gènes dépendent les uns des autres pour s'exprimer. Il y a tout un système de clés et de serrures et une cascade de clés et de serrures qui font que certains gènes s'allument. Bon, voilà, donc c'est ça, le grand schéma qu'on va utiliser ensuite pour modéliser l'embryon. Donc là, je passe... voilà, donc là, on arrive aux simulations. À partir de ce schéma, évidemment, je ne vous ai pas donné les équations exactes du modèle en question qui a donné lieu à ces travaux-là. Bon, mais ce n'est pas l'objet de ce séminaire quand même. Hein. Bon, donc derrière, il y a évidemment tout un travail d'équations, de forces, de paramètres, évidemment, une flopée de paramètres. Alors et là, il faut faire de l'optimisation pour arriver à des choses raisonnables, etc., etc. Vous comprenez un peu le travail qu'il y a derrière, mais c'est un travail très différent, encore une fois, de celui qui a consisté, énorme travail aussi, à extraire des données de vrais films. Hein. Ici, c'est un travail de simulation, c'est complètement virtuel, mais qui se veut réaliste et qui veut répondre à des questions de biologistes. Je vous donne quelques exemples en vrac comme ça. Bon, par exemple, les biologistes se demandent est-ce que les protrusions, c'est-à-dire la façon qu'ont les cellules de vouloir s'immiscer les unes entre les autres, peuvent suffire à expliquer ce mouvement collectif d'épibolie. On appelle épibolie cette sorte de repliement de la couche cellulaire initiale sur le jaune. Ici, c'est le jaune d'œuf, le vitellus, qui va donc partir de deux côtés. Bon, évidemment, pas de leçon d'embryologie ici. De toute façon, je ne suis pas un embryologiste moi-même, mais enfin, bon, j'ai quand même pas mal collaboré dans ce domaine. Mais voilà, ça vous donne une idée, j'espère, de l'utilité de ces modèles. Et aussi, encore une fois, là j'en viens donc finalement à la dernière partie. Les simulations que je viens de vous montrer ne sont pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire, évidemment, on pourrait produire des embryons complètement fictifs. Puisqu'on est en simulation, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Bon, alors il s'agit quand même de garder la tête froide et encore une fois, d'être biologiquement réaliste dans ce cas-là. Et donc, typiquement, vous vous demandez sans doute, oui, il y a donc tellement de paramètres, comment fait-il? Bon, oui, alors il va falloir s'en occuper de ces paramètres parce qu'on a tellement de boutons qu'on peut tourner, et l'embryon peut faire tellement de choses différentes dans notre simulation, qu'on va quand même justement essayer de les régler de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible. C'est la fameuse comparaison finale, le fameux delta entre les vraies données, par exemple un champ de vecteurs, ici un champ de trajectoire, et les données virtuelles, enfin la simulation. Et là, typiquement, on a une expérience de mutation, on va bouger un paramètre un tout petit peu, faire une simulation à chaque fois, ça coûte très cher bien sûr, et puis à chaque fois, on va se dire, est-ce que ça ressemble un peu plus à ça ou pas, ou ça ressemble moins? Par exemple, dans ce cas-là, c'est illustratif, un des paramètres semble avoir un pic ici, donc c'est la meilleure valeur, c'est l'embryon le plus réaliste ou le moins irréaliste, disons, se trouve ici, c'est celui qui correspond le mieux à ce qu'on veut étudier. Et donc après, une fois qu'on est à peu près content des paramètres et qu'on estime que notre simulation est raisonnable, on peut commencer à lui poser des questions. Donc au lieu de faire des expériences sur les vrais embryons, on peut commencer à se demander, tiens, à étudier la simulation. Voilà, donc remerciements concernant cette partie-là. Nadine Pereiras qui est en charge du labo, directrice d'unité. Julien qui est le thésard qui a fait ses travaux. Une partie de l'équipe. Hein, oui, en gros, c'est l'équipe d'aujourd'hui à peu de choses près. Cette slide doit dater de 2 ans à peu près. Paul Bourgine qui a toujours été à nos côtés, également fondateur de l'Institut. Bien.
Alors maintenant, je passe ici, puis après je vais accélérer un peu, puis on va finir. Là, je fais ce mouvement donc, de passer dans la biologie imaginaire. Je passe de R à C, et je fais de la vie artificielle. Alors là, je ne me préoccupe plus du tout de poissons zèbres ou d'oursins ou de choses comme ça. J'invente librement un petit modèle qui va faire un développement de créatures artificielles comme ça en 2D. Donc ça, je l'ai fait il y a de nombreuses années tout seul, comme ça, j'ai bricolé ça dans un coin. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en tout cas, le principe, c'est bien celui qui me préoccupe depuis longtemps, c'est-à-dire comment programmer une auto-organisation. Vous voyez ce que je fais ici? Je programme une auto-organisation. C'est un peu ce qu'on avait fait avant dans le cas de la modélisation du poisson zèbre. C'était aussi une façon de programmer une auto-organisation. Sauf que là, c'est à des fins artificielles, des fins technologiques, non pas à des fins de comprendre ce qui se passe, mais ça, au contraire, ça exploite ce qu'on croit avoir compris, en termes de gradient, par exemple. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe là. En termes de différenciation, la peinture, et puis en termes, évidemment, de pseudo-mécanique, ici, la sculpture. Donc, encore une fois, tout ça paraît bien loin de systèmes humains ou sociotechniques, mais prenez-le quand même comme peut-être une direction à suivre. On peut s'émanciper du 2D ou du 3D et imaginer que ces petits points, alors ce sont des robots par exemple, ça c'est immédiat, mais ça peut être aussi des modules logiciels, ça peut être des relations de travail, ou ça peut être, voilà, pourquoi pas un jour imaginer qu'une entreprise pourrait s'organiser d'une façon un peu semblable, évidemment pas littéralement comme ça. Mais encore, ce genre de modèle, ce genre de spéculation contient en son cœur cette notion de mettre dans chaque partie du système un programme de telle façon que le système se fait tout seul. Voilà, c'est bien ça l'idée qui est véhiculée ici. Alors là, je vous montre des simulations en 3D, en 2D, donc là c'est 2D, 3D. Je vous explique un tout petit peu le principe du gradient, parce que c'est important dans ce travail-là. Le fait que les cellules se comptent. Elles se comptent 1, 2, 3, 4, 5, toutes seules. Donc c'est un système de coordonnées auto-organisé. Je l'appelle gradient. Bon, en réalité, c'est un compteur entier qui va sauter d'un agent à l'autre. Donc on pourrait même faire un petit jeu, si je vous donne des petits bouts de papier, et si vous lisez 3 dessus, vous dites 4 à votre voisin, le voisin regarde son papier et voit qu'il a 7, alors il accepte le 4. Mais si c'est le contraire, et si le voisin a 4, il n'acceptera pas un 7. Donc il y a des petites règles comme ça que chacun suit, encore une fois, règles locales, chacun fait son petit travail de compter et de communiquer son compteur aux voisins les plus proches seulement, et ça marche tout seul, ça s'installe, il y a un gradient. Alors, ce gradient est très important dans mon modèle, parce qu'il va être la base ensuite de la différenciation et de l'apport de structures particulières. Donc voilà, les cellules se comptent entre elles, elles font du counter-hopping ou du gossiping comme on dit, ce sont des modèles d'agents décentralisés, et ici, ensuite, on peut continuer, en 3D c'est plus joli, si mon ordinateur le veut bien, voilà. Donc là, ce sont des films accélérés de simulation qui ont aussi pris pas mal de temps à se faire. Donc sur la base de ce comptage, au début il y a une boule avec 1, 2, 3, 4, 5 et plusieurs gradients bien sûr. Les cellules vont ensuite décider sur la base de ces gradients de se changer de couleur. C'est ça la peinture dont je parlais tout à l'heure, qui est une allégorie de la différenciation génétique. Certaines cellules vont dire, tiens, je vais devenir orange parce que je vois que j'ai des compteurs, j'ai un compteur 7 qui vient de l'Est, un compteur 13 qui vient de l'Ouest. Ça doit vouloir dire que je suis une cellule du foie, je vais devenir orange. Bon. Ou alors celle-là va dire je deviens bleu parce que je dois être plus proche du système nerveux. Bon, ce genre de choses. Donc différenciation sur la base de signaux reçus. Auto-identification, différenciation. Et après, comportement mécanique différent. Voilà, c'est là que la peinture va donner lieu à une sculpture différente. Le fait que je sois orange va me dire bon, ben, j'arrête de proliférer dans ce cas-là. Par contre, le fait que je sois bleu ou grise va me dire ah tiens, il faut que je prolifère plus vite et plutôt dans cette direction. Voilà. Donc, quand chacun a reçu des messages des autres et en déduit à peu près la position où il se trouve, donc une sorte de prise de conscience, enfin bon, évidemment, entre guillemets, de la position et du rôle que l'on a, il peut ensuite se produire des règles différentes, et c'est là qu'on aboutit à des architectures intéressantes. C'est là qu'on part, on s'en va des systèmes uniformes, homogènes, statistiquement aléatoires, et là on arrive à des choses beaucoup plus structurées parce que des décisions différentes sont prises localement. Alors après on peut s'amuser, donc on a fait grandir une créature de façon complètement auto-organisée, on continue dans l'univers virtuel, dans des physics engines, typiques des jeux vidéo par exemple,
On peut faire des expériences de physique, il y a un champ gravitationnel, il y a un sol dur, là on expérimente avec le squelette, ici on expérimente avec les muscles. Et donc ce sont des objets qui impliquent, je sais pas, des centaines évidemment de petits composants et des milliers d'arêtes entre les composants. Donc ça met à genoux assez vite le pauvre Physics Engine et le cluster qui doit s'en occuper. Mais enfin bon, voilà le résultat. Carlos Sanchez, étudiant espagnol, a fait un très beau travail là-dessus. Bon, alors après on peut faire de ce qu'on appelle animates, c'est-à-dire des automates inspirés d'animaux. On va y mettre, on va dire, ben, maintenant toutes les cellules roses vont avoir comment dire, vont être avoir envie de faire de la contraction entre elles, etc., ce qui va donner un lieu à un mouvement. On peut faire aussi une étude évolutionnaire. C'est un peu ce que j'avais montré dans le cas du vrai embryon. On avait fait varier un certain paramètre du génome ou un autre paramètre du génome. On obtient des mutants qui ne sont pas montrés ici, mais c'est un peu le même principe. Et là, on ne s'intéresse pas du tout au réalisme ici. On ne s'intéresse pas au fait que, oh oui, ça ressemble à un zébrafiche. Ce n'est pas du tout ça, évidemment. Ici, on s'intéresse à est-ce que cette créature-là va être plus capable qu'une autre de monter des escaliers dans cet univers physique virtuel. Et effectivement, on commence à avoir un peu d'évolution développementale. D'évolution, ça s'appelle EvoDevo, hein, Evolutionary Development. Donc comment ensuite ces architectures, donc je reviens en 2D, ici je reviens en 2D, on peut ensuite s'amuser à créer des zoologies fictives, donc, mais ce n'est pas pour le plaisir de créer des zoologies fictives, mais c'est pour voir un peu comment quand on trafique le génome à la main, donc ça c'est le génome qui se trouve dans chaque cellule, je ne l'ai pas expliqué en détail, il est bourré de règles mécaniques, de règles génétiques, etc. Bon, tout ce qui fait le programme, tout ce qui fait encore le livre, le user manual de chaque cellule, que chaque cellule suit en permanence, je vais là, je fais ça, etc. C'est ça le génome, et si on le trafique, si on change des gènes, dans mon modèle ici, dont les détails ne sont pas expliqués bien sûr, mais il y a des papiers, eh bien on obtient plus de bras, ou on obtient voilà, des territoires plus nombreux, donc des bras qui vont pousser en d'autres endroits, etc., etc. Bon, donc tout ça, ça a l'air d'être un amusement coloré, mais encore une fois, je pense que ça porte comment dire, un potentiel assez important. Et là, tout de suite, immédiatement, une application possible que j'ai commencé aux États-Unis avec des étudiants sur la fameuse robotique collective dont je vous parlais. Ces cellules que je vous ai montrées, en tout cas en 2D, peuvent très bien être directement des petits robots qui roulent sur un sol et qui vont s'auto-assembler. Donc je vous ai montré au tout début de mon discours, par exemple le projet Symbryon et le projet Swarmorph, dont je n'ai pas fait partie, mais qui étaient des exemples de cette ambition-là, qui ont eu des succès mitigés. Bon, nous, on en est aussi au tout début. Hein. Je ne dis pas qu'on a réussi à faire ça, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on ait des petites choses comme ça qui roulent ensemble, mais roulent ensemble de façon organisée, structurée, qui vont former ensemble un super organisme qui aura des bras, qui aura ce qu'il faut pour ensuite travailler collectivement à déplacer quelque chose ou à passer par-dessus un fossé ou ce genre de choses. Donc là, ces applications colorées ont ces simulations colorées ont des applications immédiates. Donc voici les quelques personnes qui ont travaillé là-dessus, dont mon collègue sur le bouquin et Carlos sur la thèse. Et maintenant, je finis vraiment très rapidement, alors 5 minutes parce que après je m'arrête. La biologie synthétique, autre façon d'envisager la programmation d'une matière organisée, cette fois-ci dans la vraie biologie. Enfin, la vraie, c'est à la fois la vraie et pas la vraie, parce qu'on reste en simulation, heureusement d'ailleurs. Je crains le pire si on passait en boîte de pétri. Mais bon, donc je vous rappelle quand même, ou je ne sais pas, je vous le dis, la biologie synthétique est un domaine en pleine expansion. Ça date d'une douzaine d'années peut-être. Ça a été formalisé au MIT essentiellement. Donc des fous aussi, enfin bon, des informaticiens. C'est un peu un fantasme d'informaticien sur la biologie. Est-ce que l'on peut programmer des génomes à la façon dont on assemble des composants électroniques? Est-ce qu'on va pouvoir des pièces comme ça? Ce n'est pas des transistors, des résistances et des capacitances, c'est des morceaux, des séquences génomiques. On les assemble et après on les met dans une cellule et après elles font ce qu'on voulait qu'elles fassent. Bon, d'accord. Alors, mais nous, ce qui nous intéresse avec mes collègues dans ce projet-là, ce n'est pas tellement ces aspects d'application finalement, bon, qui sont formidables, hein, mais donc transformer des produits chimiques, créer des nouveaux matériaux, produire de l'énergie ou de la nourriture, etc., etc. Tout ça, donc faire sécréter. Bon, ça c'est très bien, faire sécréter, mais est-ce qu'on peut faire davantage avec des matériaux biologiques, des films de bactéries, ou est-ce qu'on peut leur faire calculer des choses? Est-ce qu'on peut, collectivement, donc Swarm Intelligence, est-ce qu'on peut leur faire créer des structures? Comme je l'avais
vaguement mentionné au début. Pour ça, on reste en simulation, ne vous inquiétez pas encore trop. Donc là, on utilise par exemple un outil de simulation bactérien qui est très joli, qui n'a pas été écrit par nous, qui a été écrit par un prof, Eric Lavins, dans l'Université de l'État de Washington, mais on le détourne et on en fait autre chose. Donc là, en gros, les bactéries peuvent émettre des morphogènes. Il y a aussi un aspect de gradient. Évidemment, là, il n'y a pas de compteur 1, 2, 3. Hein. Ce n'est pas le cas ici, parce que ce n'est pas des robots, c'est des bactéries. Mais il y a aussi un aspect de diffusion, de lecture de ces concentrations, de décision de se diviser plus vite ou moins vite, etc. Donc vous voyez comment on peut auto-organiser, hein, j'utilise à dessein cette sorte de paradoxe, on auto-organise les choses en programmant chaque individu. Bon là, je vous passe les détails parce que ce n'est pas forcément passionnant ici, les détails informatiques, du modèle, de graphes, etc. Et on obtient, donc je vous montre quelques résultats et j'aurai fini. On obtient par exemple des assemblées. Alors pour l'instant, ce n'est pas morphogénétiquement extrêmement passionnant, c'est un disque, hein, une sorte de blob, bon très bien, mais et on a atteint une homéostase ici, c'est-à-dire que, par exemple, ici, les bactéries à la périphérie vont mourir parce que le gradient, enfin la concentration tombe sous un seuil, mais pendant ce temps-là, ça continue à se diviser, à proliférer à l'intérieur, donc c'est une sorte de fontaine perpétuellement en équilibre perpétuel. Bon, c'est un premier pas qui est fondé sur, là, il y a un petit schéma du génome qui est à l'intérieur de chaque individu. Et puis après, on peut faire un tout petit peu plus intéressant morphogénétiquement. On va compliquer un peu le génome, on va donner des états différents. Alors tout ça, c'est du wishful thinking, hein, c'est-à-dire que ensuite, si on voulait vraiment faire ça dans une boîte de Petri, comment traduire ce schéma en vrai génome, hein, en vraie séquence génomique? Bon, alors c'est là qu'on fait appel au répertoire du MIT et on leur dit, allez, implémentez-nous ça, faites-nous un petit circuit génomique qui va faire ça. Bon. N'allons pas trop vite en besogne, et c'est peut-être encore bien que ce soit du wishful thinking, parce que j'ai toujours quelques craintes quant à l'avenir sur ces choses-là. Et voilà nos tout derniers résultats, où là on commence à faire des formes assez intéressantes, des formes nouvelles, et encore une fois que les bactéries n'ont pas du tout l'habitude de faire, hein, c'est des Escherichia coli par exemple. Donc voilà, on a trafiqué d'une certaine façon ces individus pour qu'ils fassent des structures qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et voilà un peu le genre de projet auquel on s'intéresse. Alors voilà, donc je vous ai présenté trois projets éminemment biologiques. Remerciements pour celui-là, Jonathan, postdoc sous ma direction qui s'en occupe, collègue de Créteil et d'Evry essentiellement. Informaticiens, tous informaticiens, c'est vraiment de l'informatique. Il n'y a pas de labo de biologie derrière. On a bien sûr des réseaux, mais voilà, pour l'instant, ça n'est que ça. Alors, 3 études absolument biologiques. J'ai eu aussi, bon, je vous en ai pas parlé ici, j'ai fait quelques travaux qui commencent à s'intéresser au système plutôt réseau complexe, surtout les réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment plongés en 3D, 2D, hein, comme c'est le cas ici. Je pense que donc il peut y avoir pas mal de répercussions de ce côté-là. Je crois que je vais quand même pas, bon, une dernière slide parce que là, ça y est, ça fait 1 heure au moins, je crois là. Donc voilà, on a d'une part ce genre de phénomène qui existe, qui est là, sous nos yeux. D'autre part, nous faisons ça. Hein. Alors pourquoi on ne ferait pas les choses différemment? Déjà, ça, c'est un petit peu ce qui se passe en biologie synthétique. Hein. C'est-à-dire que là, on ne construit pas les systèmes pièce par pièce, mais on va les programmer dans l'œuf, littéralement, ou dans les cellules. Et là, pour les systèmes artefactuels complets, pourquoi on ne ferait pas aussi ça? Voilà, vous voyez cette image, j'espère, s'exprime d'elle-même. Et ça, je passe, tout ça, c'est trop. Voilà, bien, merci.